Cesse de chercher la validation à chaque mouvement. N'explique à personne tes progrès. Tu n'as pas besoin des applaudissements des autres pour grandir. Concentre-toi sur ton propre chemin et garde le silence lorsque tu avances. La plupart des gens ne regardent pas, et s'ils le font, ils ne comprennent pas le véritable travail. Tu n'as pas à interrompre une conversation anodine pour te vanter de ta nouvelle routine, ni à afficher les résultats de tes habitudes sur les réseaux sociaux dans l'espoir d'une réaction. Lors d'un dîner, pendant que les autres racontent des anecdotes pour attirer l'attention, tu peux simplement écouter, boire de l'eau, regarder l'heure, acquiescer et garder tes projets pour toi. Le progrès se révèle dans des gestes minimes. Tu refuses une invitation sans donner d'explications inutiles. Tu arrives à l'heure sans annoncer ton emploi du temps. Tu traverses la rue les yeux rivés sur ton objectif pendant que d'autres cherchent de la compagnie. Personne n'a besoin de savoir combien de livres tu lis, combien d'argent tu économises, ni combien d'habitudes tu as changé ce mois-ci. Observe comment l'ambiance change. Quand tu arrêtes de parler de ce que tu fais, les questions cessent, les regards cherchent des réponses et n'en trouvent pas. La curiosité se transforme en respect silencieux ou en distance. Certains essaient de te provoquer, te demandent tes projets, mais ne reçoivent que des réponses brèves ou un simple haussement d'épaule. D'autres t'observent, mais n'attendent plus rien de toi. Le bruit diminue, l'espace se libère, ton cercle se réduit. Ceux qui restent le font en silence. Il ne s'agit pas de paraître intelligent, mais d'avoir une véritable discipline et son propre discernement. Si tu te laisses distraire par ce qui t'entoure, tu perds du temps et de l'énergie. Le développement personnel ne s'annonce pas, il se démontre. Reste jusqu'à la fin. La dernière leçon est la plus inconfortable et la plus nécessaire si tu veux protéger tes progrès. Abonne-toi si cela t'aide. Maîtrise l'art d'avancer sans témoin. Leçon 1. Arrête de raconter tes plans. Garder tes objectifs pour toi, évite les attentes des autres. Sénèque a dit « L'épée ne tue jamais personne, ce n'est qu'un outil dans la main de l'assassin ». Autrement dit, la responsabilité t'appartient toujours, pas aux circonstances. La règle est simple, ta croissance est privée et tes progrès n'ont pas besoin de témoins. Chaque fois que tu partages tes objectifs trop tôt, tu ouvres la porte aux opinions, aux jugements et aux attentes extérieures qui n'apportent rien. Le bruit des autres te disperse, te détourne et t'affaiblit. Le vrai problème, ce n'est pas ceux qui donnent leur avis, mais ton besoin de montrer ce que tu es à peine en train de construire pour obtenir de l'approbation ou de la sécurité. Cette impulsion te vole ton attention, ta discipline et ton contrôle. Au travail, tu annonces à tout le monde que tu vas tenter un nouveau projet. Un collègue, sans lever les yeux de son écran, te demande si tu as vraiment le temps pour ça. Un autre sourit, mais ne dit rien. Le lendemain, tu remarques qu'on t'observe quand tu arrives en retard ou quand tu n'avances pas aussi vite. Sur WhatsApp, tu annonces que tu vas commencer la salle de sport ou arrêter une mauvaise habitude. Aussitôt, les émojis d'applaudissements et les conseils non sollicités arrivent. À peine l'as-tu dit que tu attends des réactions. S'ils te félicitent, tu ressens une fausse réussite. S'ils te remettent en question, tu doutes. Et le résultat, tu n'avances pas, tu ne fais que parler. Ton progrès s'arrête car tu as fait du processus un spectacle. Au fil des jours, les gens commencent à te demander où tu en es. Tu ressens le silence gênant quand tu n'as aucun progrès à montrer. Certains évitent le sujet, d'autres lancent des remarques sarcastiques. La pression augmente. Mais ce n'est pas un élan, c'est de la surveillance. Tu finis par adapter tes actions à ce qu'ils attendent de voir, et non à ce que tu veux vraiment accomplir. Le processus perd son sens. Ton entourage ne voit plus tes efforts, il ne perçoit que des promesses non tenues. Personne d'autre n'est responsable. Observe ce que tu fais. Il y a des domaines qui ne s'annoncent pas, et il y a plus encore. Leçon 2. Contrôle ton temps sur les réseaux. Limiter l'exposition réduit les distractions. Arrête de donner ton attention à chaque notification. Ne te mens pas en pensant que tu peux progresser tout en tombant dans le cycle des distractions numériques. Si tu ne poses pas de limites, d'autres décideront à ta place. Le principe est simple. Ton temps et ton attention sont des ressources limitées.
Ne les gaspille pas dans le bruit des autres. Chaque minute que tu cèdes à l'écran est une minute qui ne reviendra pas. Les réseaux sociaux sont conçus pour voler ton attention et fragmenter ta discipline. Si tu n'établis pas une limite claire, tu deviens l'esclave de l'urgence des autres. Tu crois pouvoir le contrôler, mais à chaque fois que tu cèdes, tu perds un peu plus de discernement et de maîtrise. Il ne s'agit pas seulement de perdre du temps, il s'agit de perdre ta direction. Au bureau, tu consultes WhatsApp toutes les 5 minutes et ton travail prend du retard. La boîte de réception grossit, les tâches s'accumulent et quand vient l'heure de rendre ton travail, tu n'as que des excuses. Le patron observe la lueur constante de ton écran, tes doigts nerveux et prend note en silence. À la maison, tu fais défiler Instagram avant de dormir et ton repos en souffre. Tu te réveilles fatigué, l'esprit dispersé et sans énergie pour affronter la journée. Le petit déjeuner devient une routine précipitée, interrompue par la vérification compulsive des notifications. Tu sors dîner et tu ne lâches pas ton téléphone, perdant le moment réel avec la personne en face de toi. Ton accompagnant fait une pause, attend ton regard, puis abandonne et regarde son propre portable. Ainsi, la journée s'échappe en petits fragments qui ne s'additionnent pas. Les projets personnels n'avancent pas, les conversations perdent en profondeur et les souvenirs se diluent dans des défilements sans fin. Et ensuite tu te demandes pourquoi tu avances si lentement. Ce n'est pas le destin. C'est ta conduite répétée. Cette erreur semble petite. La suivante ne l'est pas. La maîtrise est silencieuse, mais elle se remarque. Leçon 3. N'explique pas tes décisions. Éviter les justifications renforce ton autorité. Il y a quelque chose que tu dois accepter. Chaque fois que tu justifies tes décisions, tu en paies le prix. Le besoin d'expliquer chaque pas affaiblit ta position et dilue ton autorité. La règle est simple, n'explique pas tes décisions à ceux qui n'ont pas besoin de les connaître. Trop expliquer ne te rend pas transparent, cela te rend vulnérable. Quand tu ressens l'urgence de te justifier, tu abandonnes le contrôle et tu ouvres la porte à ce que d'autres remettent en question ton jugement. Les gens interprètent tes justifications comme de l'insécurité ou un manque de conviction. Le vrai coup, c'est que tu finis par perdre le respect et du temps, tandis que ton énergie se disperse à vouloir convaincre ceux qui n'ont pas d'importance. Pense au travail. Tu décides de refuser une réunion inutile et tu envoies tout de suite un message détaillant chaque raison. Le destinataire répond à peine par un « OK », mais commence ensuite à t'inclure dans plus de mails, attendant que tu expliques chaque décision à venir. Ou sur WhatsApp, quelqu'un te demande quelque chose en dehors des horaires et tu réponds par un long paragraphe expliquant pourquoi tu ne peux pas. La personne lit ton message, laisse en vue et, la semaine suivante, refait la même demande, comme si tes raisons n'avaient pas compté. En couple, tu justifies pourquoi tu as besoin de temps pour toi, en espérant une approbation. Le silence gênant après ton explication s'installe dans la pièce et le sujet revient lors de la conversation suivante. Dans chaque cas, au lieu de fixer une limite, tu abandonnes ton pouvoir et laisses la place à des opinions ou des critiques qui n'apportent rien. Le résultat, c'est l'épuisement et le sentiment d'être toujours en train de rendre des comptes. Tu remarques que les autres se sentent de plus en plus en droit de te demander des explications. Ton attitude devient plus tendue, tu relis tes messages avant de les envoyer, anticipant des questions auxquelles tu ne devrais pas répondre. L'ambiance change, le regard des autres cherche la moindre faille pour s'immiscer dans tes décisions, et tu le sais. Le résultat est en train de te montrer la vérité. Dans la prochaine leçon, tu vas apprendre comment ta capacité à garder un silence stratégique devient un atout, et non une faiblesse. Leçon 4. Décide ton cercle d'influence. Choisir avec qui partager protège ton énergie. Arrête d'ouvrir la porte à n'importe qui. Tout le monde ne mérite pas de connaître tes progrès ni tes projets. Ne transforme pas ta vie en vitrine pour ceux qui n'apportent rien. La règle est simple. Ton cercle d'influence façonne ta mentalité et tes résultats. Chaque fois que tu partages tes objectifs avec des personnes sans discernement ou discipline, tu t'exposes à des jugements.
des opinions et des doutes qui ne t'appartiennent pas. Tu perds de la force, tu te détournes de l'essentiel. Le bruit extérieur ne t'aide pas à grandir, il ne fait que te voler ta clarté et ton contrôle. Trop parler, c'est céder du terrain. Écouter trop de voix, c'est perdre la tienne. Pense au bureau. Tu racontes ton nouveau projet à un collègue qui ne fait que critiquer ou se moquer. Aussitôt, tu commences à douter de l'intérêt de continuer. Tu le vois dans le geste de ton collègue. Un sourcil levé, un sourire en coin, le silence gênant qu'il laisse flotter dans l'air. La journée avance et tu te surprends à revoir des détails que tu avais déjà clarifiés, à chercher des erreurs là où il n'y en avait pas. Tu perds du temps à justifier ton idée dans ta tête simplement parce qu'un commentaire extérieur l'a déstabilisé. Sur WhatsApp, tu partages tes progrès à la salle avec des amis qui ne s'entraînent pas et te lancent des blagues. Rire dans les messages, même réponse vide. À la fin, tu remets en question tes efforts juste pour chercher une approbation qui n'existe pas. La prochaine fois, tu réfléchis à 2 fois avant de leur dire quoi que ce soit. Ta motivation commence à dépendre de leur réaction et tu t'en rends compte trop tard. En couple, tu cherches du soutien et tu reçois du scepticisme. Un geste froid, un regard qui évite le tien, un « pourquoi tu te compliques la vie ?» en guise de réponse. Tu te replies sur toi-même. Le résultat est toujours le même. Moins d'action, plus de doute, moins de progrès. Tu remarques que petit à petit, tu arrêtes de partager ce qui compte vraiment. Tu deviens plus réservé, mais aussi plus sélectif. Le schéma, c'est toi, pas la situation. Et il y a plus. Maîtrise, contrôle l'accès. 5e leçon. Choisis l'inconfort du progrès. Briser les routines connues stimule la croissance. Il y a quelque chose que tu dois accepter. Le confort de tes routines n'est pas une stabilité, c'est un frein invisible. Le silence stratégique n'est pas seulement se taire, c'est éviter le bruit qui t'empêche de grandir. La règle est simple. Avancer exige de sortir de ce que tu maîtrises déjà, même si cela te met mal à l'aise. Le progrès ne demande pas la permission. Il exige une rupture avec ce qui est connu. Tu crois que rester tranquille est un signe de contrôle, mais en réalité, c'est la peur déguisée en prudence. L'auto-illusion la plus courante est de penser que ne déranger personne te rend fort. Non, tu ne fais que repousser le conflit nécessaire avec toi-même. Si tu cherches la validation extérieure, chaque opinion d'autrui te manipule. Si tu attends le confort avant d'agir, la croissance te sera étrangère. Tu préfères l'écho de tes habitudes à l'inconfort d'un défi. Ce silence que tu revendiques n'est pas une stratégie, c'est de l'évitement. Au travail, tu restes sur des tâches que tu maîtrises déjà et tu évites de demander de nouveaux projets. L'horloge marque les mêmes heures, les réunions sont prévisibles. Ton chef ne demande même plus parce qu'il sait que tu ne proposeras rien de différent. Sur WhatsApp, tu lis les messages sans répondre pour ne pas affronter des conversations inconfortables. Le double check bleu reste là. Les sujets se refroidissent, la distance s'installe et personne ne mentionne le vide. À la salle de sport, tu répètes toujours la même routine parce que tu as peur de paraître maladroit en essayant autre chose. Tu gardes les mêmes poids, les mêmes exercices, ignorant les regards des autres qui progressent pendant que tu répètes. En couple, tu tais tes opinions pour ne pas déranger, mais tu te frustres en silence. Tu partages la table et le temps, mais chaque conversation est un terrain miné. Chaque geste est mesuré pour éviter une dispute. Tout cela semble être de l'ordre, mais c'est la peur de l'inconfort qui pousse au véritable changement. Le résultat, tu deviens invisible dans ton environnement. Personne n'attend rien de différent de toi. Les opportunités passent. Les autres te voient comme faisant partie du décor, pas du mouvement. L'air devient plus lourd à chaque endroit où tu choisis de te taire ou de répéter les mêmes choses. Le résultat te montre la vérité. Ce n'est que le début. La maîtrise, c'est choisir l'inconfort plutôt que l'habitude. Leçon 6. Ignorer les comparaisons externes. Cesser de regarder sur le côté renforce l'identité. Vous êtes en réunion de travail.
Et pendant que vous expliquez votre idée, votre attention se détourne vers la réaction des autres. Vous cherchez des signes d'approbation. Si quelqu'un acquiesce, vous vous détendez. Si quelqu'un fronce les sourcils, vous doutez de vous. Sans vous en rendre compte, votre assurance dépend de ce que font les autres, et non de votre propre jugement. La règle est simple, votre progression se mesure à vos propres avancées, pas au rythme ou à l'opinion des autres. Se comparer constamment aux autres vous fait perdre le contrôle de votre propre processus. L'erreur consiste à regarder sur le côté en cherchant la validation ou la direction. Ainsi, vous ne faites que renforcer l'insécurité et la dépendance. La discipline stoïcienne exige un silence stratégique. Vous ne parlez pas de vos projets, vous ne cherchez pas les applaudissements, et vous ne vous laissez pas distraire par les réussites des autres. Chaque minute passée à regarder autour de vous est une minute que vous n'investissez pas dans votre propre développement. L'identité se construit dans le travail silencieux, non dans la compétition bruyante. À la salle de sport, vous vous arrêtez au milieu d'une série juste pour regarder le poids utilisé par la personne à côté de vous. L'entraîneur remarque votre distraction, mais ne dit rien. Au final, vous terminez votre séance sans vous souvenir à quelle répétition vous avez échoué, seulement de ce que les autres ont soulevé. Sur WhatsApp, vous attendez une réponse et vérifiez la dernière connexion de quelqu'un pendant que votre message reste non lu. Vous remarquez à quel point votre humeur s'ajuste à la notification et non à la conversation. En couple, vous voyez une photo d'une autre relation sur les réseaux sociaux et le silence à table devient plus lourd. Votre attention passe de ce qui vous appartient à ce qui appartient aux autres. L'habitude de regarder à l'extérieur affaiblit votre caractère et vous rend dépendant d'une norme que vous ne contrôlez jamais. Personne n'en parle, mais le changement est visible. Vous doutez, vous vous repliez, et votre présence perd de l'importance dans chaque situation. Le résultat vous montre la vérité. Dans la leçon suivante, vous allez apprendre pourquoi le silence stratégique est bien plus que se taire. C'est une position de pouvoir et de respect véritable. Leçon 7. Ne pas donner son avis sur tout. Garder ses commentaires préserve ton discernement. Ton problème n'est pas le manque d'informations, c'est le besoin constant de valider ton opinion à tout moment. L'erreur consiste à croire que donner son avis te rend toujours visible ou respecté. En réalité, cela te rend prévisible et facile à écarter. La règle est simple, celui qui donne son avis sur tout perd discernement et respect. Parler sans filtre affaiblit ton jugement. Chaque fois que tu commentes sur chaque sujet, tu te dilues. Ta voix devient un bruit de fond. Apporter ton opinion dans chaque conversation est la voie rapide pour perdre de la valeur. Si tu cherches la validation extérieure, tu deviens esclave de la réaction des autres. Personne n'accorde de valeur à la parole de celui qui ne sait pas se taire. Et celui qui ne sait pas se taire finit par trahir sa propre évolution. Pense au groupe WhatsApp du travail. Il y a toujours quelqu'un qui répond à chaque message, donne son avis même quand il n'a rien de pertinent à dire. Au début, il semble impliqué, mais avec le temps, son opinion pèse moins. Observe comment les autres cessent de lui répondre, les messages restent sans réaction, même les émojis se font rares, il devient un fond sonore qu'on n'écoute plus. Lors d'une réunion, si tu interromps avec des commentaires inutiles, tu ne fais que renforcer l'image de quelqu'un qui cherche l'attention, pas des solutions. Les collègues évitent de croiser ton regard. Les chefs avancent les points de l'ordre du jour pour éviter d'ouvrir des débats inutiles. À la fin, personne ne se souvient de tes paroles, seulement du bruit que tu as généré. En couple, donner son avis sur tout ce que fait l'autre ne crée que de la distance et de l'usure. Les conversations deviennent tendues, les silences s'allongent. L'autre commence à garder des détails pour lui, à éviter de partager pour ne pas recevoir un commentaire de plus. À la salle de sport, celui qui donne des conseils non sollicités finit ignoré. De petits groupes se forment autour de lui, mais personne ne l'invite. Les regards se croisent quand il parle, et on change d'appareil pour ne plus l'entendre. Le résultat te montre la vérité. Se taire, c'est se maîtriser.
Leçon 8. Le silence n'est pas une faiblesse. Se taire stratégiquement impose le respect. Tu es dans une réunion de travail. Tout le monde donne son avis. Certains élèvent la voix, d'autres interrompent. Toi, tu écoutes, tu filtres et tu ne parles que lorsque tu as quelque chose de pertinent à dire. Tu ne ressens pas l'urgence de combler les silences ni de prouver que tu en sais plus. Tu ne cherches pas l'approbation du groupe. Le principe est simple. Maîtriser le silence, c'est imposer son propre standard. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit à chaque instant. Quand tu parles moins, tu choisis tes mots avec discernement. Le silence n'est pas de la soumission, c'est du contrôle. Tu ne te laisses pas distraire par l'opinion des autres, ni piéger par le besoin de reconnaissance immédiate. Ta priorité, c'est de progresser, pas d'impressionner. Celui qui se retient observe davantage et comprend mieux le jeu. Tu apprends à distinguer l'essentiel du superflu. Dans un chat WhatsApp, tu ne réponds pas à chaque message, juste pour être présent. Tu réponds lorsque tu as quelque chose de concret à apporter, pas pour être visible. Dans une dispute de couple, tu ne tombes pas dans la provocation, ni ne te laisses emporter par le bruit émotionnel. À la salle de sport, tu t'entraînes en silence, sans ressentir le besoin de raconter chaque réussite. La discipline réside dans le contrôle, pas dans l'exposition. Lors d'un repas entre amis, tandis que les autres remplissent l'air d'anecdotes et de plaisanteries, tu te contentes d'écouter. Il y a des moments où ton silence devient lourd et les autres baissent la voix en s'adressant à toi. Au bureau, après une de tes interventions, le groupe observe quelques secondes de pause, mesurant leurs réponses. Même dans l'ascenseur, les gens évitent les conversations futiles avec toi. Le respect se manifeste dans les gestes, regards attentifs, moins d'interruptions, des silences qui pèsent. Le résultat, les gens commencent à peser leurs mots avec toi. Ton silence impose le respect et tu gardes le cap sur ton propre progrès sans gaspiller ton énergie à rechercher des validations extérieures. Au final, ce n'est pas le bruit qui fixe la norme, mais ta décision de te taire quand il le faut. Ce n'est que le début. Leçon 9. Priorise l'action sur l'approbation. Agir sans chercher les applaudissements. Accélère les résultats. Arrête de chercher les applaudissements avant d'agir. Tu n'as pas besoin de témoins pour commencer, ni pour continuer. La véritable croissance se fait en silence, pas sous les projecteurs. La règle est simple. Organise tes priorités et place l'action au-dessus de l'approbation. Lorsque tu laisses le jugement extérieur définir ton rythme, tu perds la maîtrise de ton propre progrès. Le bruit des autres n'est qu'une distraction qui ne fait que nourrir ton ego et affaiblir ton caractère. Si tu attends l'approbation, tu deviens dépendant de l'élan des autres et tu sacrifies ton propre discernement. Le respect de soi se construit dans la discrétion, sans besoin de reconnaissance immédiate. Au travail, pendant que tu regardes ton téléphone en attendant des messages d'approbation après avoir envoyé un rapport, tu perds un temps précieux que tu pourrais investir à améliorer le prochain. L'écran noir reflète ton visage impatient, tes doigts tambourinent sur la table pendant que les minutes passent et que le mail n'arrive pas. À la fin de la journée, la productivité se dilue dans l'attente. À la salle de sport, tu cherches des regards ou des commentaires sur tes progrès au lieu de te concentrer sur ta routine. Tu t'arrêtes pour jeter un coup d'œil si quelqu'un a remarqué le poids supplémentaire sur la barre, mais personne ne dit rien et le muscle ne grandit pas avec l'attention des autres. Même sur WhatsApp, tu envoies des captures de tes réussites en attendant des réponses qui renforcent ton estime de toi. Les applaudissements digitaux arrivent, mais ils ne suffisent jamais. Tu finis par vérifier la conversation au milieu de la nuit, cherchant une autre réaction. Tout cela n'est que du bruit. Le vrai progrès se mesure à ce que tu fais quand personne n'applaudit. Les résultats ne mentent pas, le rapport amélioré, la force accrue, la tâche accomplie. L'environnement reste le même, la différence est en toi. Le résultat te montre la vérité. Dans la leçon suivante, tu vas voir comment établir des limites concrètes pour que ta discipline ne dépende pas de l'humeur de ton entourage. Fais ce que tu as à faire. Leçon 10. Pose des limites
à ce que tu partages. Garder des informations personnelles réduit la vulnérabilité. Musonius Rufus a dit « Les paroles d'un philosophe qui ne guérissent aucun mal de l'homme sont vides ». En d'autres termes, la connaissance sans action n'est que divertissement. Le principe est simple, chaque donnée personnelle que tu livres sans discernement est un risque que tu choisis d'assumer. Dévoiler tes projets, tes problèmes ou tes réussites à n'importe qui ne te donne pas de pouvoir. Cela te fait perdre le contrôle. Trop partager nourrit la curiosité des autres et laisse des portes ouvertes à leurs opinions, jugements ou manipulations. Le besoin de tout raconter est un piège de faiblesse. Tu cherches l'approbation, mais tu n'obtiens que de l'exposition. Le silence stratégique est une discipline. Il te protège des attaques inutiles et te permet de te concentrer sur ton propre progrès sans distractions extérieures. Si tu ne filtres pas ce que tu partages, tu augmentes ta vulnérabilité et tu réduis ta marge de manœuvre. Au travail, chaque fois que tu révèles tes doutes ou tes projets à quelqu'un qui ne devrait pas les connaître, tu donnes un avantage aux autres et tu te mets en position de faiblesse face à tes supérieurs ou collègues. La conversation dans la salle de pause s'arrête à peine tu sors. Les commentaires commencent à circuler à voix basse. Un geste, un regard complice entre collègues te confirme qu'ils en savent déjà plus qu'il ne faudrait. Tu observes ton chef te confier moins de responsabilités ou tes collègues éviter de t'impliquer dans des projets importants. Chaque mot a son écho. Sur WhatsApp, raconter des détails intimes dans un groupe finit en ragot ou en moquerie. Le message transféré, l'emoji sarcastique, le silence qui suit ta confession sont des signaux clairs. En couple, exposer tes conflits à des tiers ne fait que compliquer le problème et te prive de ta marge de confidentialité. La dispute s'élargit, les avis extérieurs interfèrent et la distance grandit. À la salle de sport, parler de tes objectifs à n'importe qui ne génère que de la concurrence inutile ou des critiques creuses. Les commentaires ironiques, les regards évaluateurs et le changement d'attitude de ceux qui t'entourent sont immédiats. Chaque mot de trop est un terrain que tu abandonnes. Le résultat te révèle la vérité et il y a plus. Maîtrise. Le silence ne s'interprète pas, il s'impose. Leçon 11. Personne ne te doit de reconnaissance. Accepter l'indifférence des autres libère ton potentiel. Ne tombe pas dans le piège de chercher l'approbation à chaque pas. N'attends pas d'applaudissements pour chaque petite réussite. Arrête de regarder autour de toi pour voir si l'on te reconnaît avant d'avancer. Le principe est brutal. Personne n'est obligé de te célébrer. Personne n'a pour tâche de valider tes efforts. Le monde continue, qu'on t'applaudisse ou non. Tant que tu insistes pour qu'on te doive de la reconnaissance, tu remets le contrôle de tes progrès entre les mains des autres. Tu deviens dépendant de la réaction d'autrui et ta discipline devient fragile. C'est une condamnation invisible. Chaque fois que tu ne reçois pas d'attention, tu perds ta motivation. Chaque fois qu'on ne te félicite pas, tu doutes de ton propre jugement. Ainsi, on perd du temps et le caractère s'érode. Le silence des autres n'est pas du mépris, c'est de l'indifférence. Et l'indifférence est l'épreuve la plus difficile de ton autonomie. Au travail, tu termines un projet et personne ne commente quoi que ce soit. La salle reste inchangée, les claviers continuent de résonner, personne ne te regarde. Au lieu de passer au défi suivant, tu t'arrêtes. Tu vérifies la messagerie à la recherche d'un message, d'une félicitation qui ne vient pas. Le curseur clignote, les minutes passent et l'écran reste muet. Quand rien n'arrive, tu perds ton élan, tu te disperses, tu te plains à qui veut bien l'entendre. L'ambiance ne change pas. Les gens restent concentrés sur leurs propres affaires. Il n'y a pas de regard, pas même un geste d'approbation. À la salle de sport, tu bats ton record, tu reposes l'haltère à sa place, tu regardes autour de toi en espérant une reconnaissance. Personne ne s'approche. Tous poursuivent leur routine. L'entraîneur ne tourne même pas la tête. Si personne ne dit rien, tu te demandes si ça en valait la peine. Même dans ton cercle proche, chaque progrès exige des témoins.
Tu partages une nouvelle en attendant une réaction, mais quelqu'un consulte son téléphone, un autre change de sujet, la conversation s'effiloche. Résultat, ta croissance dépend du bruit extérieur, non de ta discipline intérieure. Ainsi, tu stagnes. La vérité qui dérange, le problème se trouve dans ton miroir. Si ton avancement dépend de l'écho des autres, il ne sera jamais durable. Si tu n'acceptes pas l'indifférence, tu n'auras jamais un vrai contrôle sur ta vie. Personne ne te doit rien. Ce n'est pas de la malchance, c'est ton manque de discernement et d'autocontrôle. Maîtrise. Avancer sans témoin. Si tu choisis le silence stratégique et la discipline quotidienne, tu n'es pas juste quelqu'un de plus à la recherche d'applaudissements vides. Tu es quelqu'un qui construit dans l'ombre, sans demander la permission, ni chercher l'approbation. Tu es le genre de personne qui comprend que ta valeur ne se mesure pas à ce que tu montres, mais à ce que tu cultives en privé. Ta croissance n'est pas un spectacle, c'est une conviction. Ton cercle n'est pas une foule, c'est un filtre. Si tu privilégies l'action à l'opinion, si tu mets des limites à ce que tu partages, si tu ignores le besoin de reconnaissance extérieure, alors tu ne fais pas qu'avancer. Tu deviens quelqu'un d'imperturbable, difficile à manipuler, impossible à distraire. Voilà l'identité que tu choisis chaque jour, pas celle que les autres t'attribuent, car celui qui maîtrise le silence et sa propre direction n'a pas besoin de validation. Il a besoin de résultats. Si tu te définis par tes actes et non par tes paroles, par tes progrès et non par l'approbation, tu sais déjà à quel groupe tu appartiens. Les autres, eux, ne font qu'observer de l'extérieur. Dis en commentaire quelle leçon t'a le plus marqué. C'est cela qui te définit. Si tu continues à réagir à chaud chaque fois que tu te disputes, tu vas perdre le respect de ceux qui t'entourent. Et, pire encore, le contrôle sur toi-même. Ce qui semble anodin, comme répondre sans réfléchir ou te laisser emporter par l'impulsion, peut nuire à ton image à chaque conversation importante. Il suffit d'une seule fois, une réunion où tu élèves la voix, un repas de famille où tu lances un regard dur, un groupe de discussion où tu laisses un message sec. Les conséquences ne tardent pas à devenir visibles. Les autres baissent les yeux, évitent d'échanger des mots avec toi. Même ceux qui comptaient sur toi pour certains projets arrêtent de demander ton avis. Le silence gênant après tes paroles reste suspendu dans l'air plus longtemps que tu ne le voudrais. Une réputation s'érode rapidement. Une étude de l'université de Harvard a démontré que les personnes qui parviennent à garder leur calme dans des situations tendues sont perçues comme plus compétentes et dignes de confiance, même si elles n'ont pas raison sur le moment. La salle penche en faveur de celui qui contrôle ses gestes et son ton. Aujourd'hui, je te présente 10 réponses que tu peux utiliser pour garder ton calme, ton contrôle et ta présence stoïcienne dans n'importe quelle discussion. Ces 10 réponses ne t'aideront pas seulement à éviter des conflits inutiles, mais elles renforceront aussi ta confiance et ta capacité d'influence. La dernière va te surprendre, car elle est si simple que tu ne l'as sûrement jamais utilisée, mais c'est la préférée des stoïciens. Commençons par les 10 réponses qui font la différence dans toute discussion. Réponse 1. Je ne vais pas me disputer avec toi, je préfère te comprendre. Au moment où quelqu'un élève la voix ou cherche à s'imposer dans une discussion, la réaction la plus courante est de riposter, de se défendre, de prouver qu'on a raison. Mais il existe une autre option, une option qui désamorce le conflit à la racine, refuser de discuter et à la place, choisir de comprendre. Lorsque tu dis « je ne vais pas me disputer avec toi, je préfère te comprendre », ce n'est ni une reddition, ni un signe de faiblesse. C'est un choix conscient de ne pas laisser l'émotion gouverner, de ne pas devenir l'esclave de la raison d'autrui, de ne pas te perdre dans le bruit du désaccord. En adoptant cette posture, tu t'élèves au-dessus de la situation, non pas parce que tu es supérieur, mais parce que tu choisis de te contrôler toi-même. Tu sais que la plupart des discussions ne cherchent pas la vérité, mais la victoire. Les gens se disputent pour gagner, pas pour comprendre. Mais si tu décides d'écouter, de poser des questions et de réellement chercher la racine du désaccord,
Tu te libères du besoin d'avoir le dernier mot. Tu gagnes en tranquillité, et souvent l'autre baisse sa garde. La tension se dissout car elle ne rencontre plus de résistance. Imagine une dispute à la maison, au travail, avec un ami. L'ambiance se réchauffe, les mots deviennent durs. Tu pourrais répondre, tu pourrais élever la voix, tu pourrais lancer des arguments comme des pierres. Mais tu choisis une autre voie. Je ne vais pas me disputer avec toi, je préfère te comprendre. Soudain, la dynamique change. L'autre, habitué à la confrontation, se retrouve face à un mur doux. Il n'y a pas d'écho à sa colère. Tu l'invites à expliquer, à s'ouvrir, à exposer ses raisons. Peut-être, pour la première fois, quelqu'un l'écoute vraiment. Marc Aurèle a écrit « La meilleure façon de se venger est de ne pas être comme son ennemi ». Tu n'as pas besoin de gagner la discussion. Tu n'as rien à prouver. La seule chose qui compte, c'est ta paix intérieure, ton intégrité, ta capacité à rester ferme au milieu de la tempête. Comprendre n'implique pas d'être d'accord, mais cela implique d'être présent, de rester maître de toi-même et de choisir le chemin le plus difficile, celui de l'autocontrôle. Deuxième réponse. Je respecte ton opinion, même si je ne la partage pas. Il y a une tension presque imperceptible lorsque quelqu'un te dit quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord. Le pouls s'accélère, l'esprit cherche des arguments, le corps se prépare à se défendre. Mais que se passe-t-il si tu n'entres pas dans le combat? Si, au lieu de te battre, tu décides d'observer, d'écouter, de laisser l'autre exposer son point de vue sans l'interrompre. C'est ici que cette phrase prend toute sa force. Je respecte ton opinion, même si je ne la partage pas. Ce n'est pas une reddition, ce n'est pas céder, c'est une pause stratégique. Quand tu l'utilises, tu arrêtes l'escalade et tu désarmes la confrontation. L'autre s'attend à ce que tu répondes avec du feu, tu lui rends du calme. Il s'attend à ce que tu te justifies, tu restes serein. Cette phrase ne signifie pas que tu renonces à ta vérité, ni que tu ignores tes principes. Elle signifie que tu choisis le contrôle sur la réaction, que tu distingues entre ce que tu peux changer et ce que tu ne peux pas. Imagine une discussion intense. L'autre personne insiste, élève la voix, cherche à te convaincre. Tu pourrais répondre avec la même intensité, mais tu choisis une autre voie. Tu dis la phrase, l'ambiance change. La conversation perd de la température. Maintenant, l'autre personne se heurte à un mur doux, inamovible. Elle peut continuer à parler, mais elle ne trouve plus de résistance. La force de cette réponse réside dans ce qu'elle ne dit pas. Elle ne valide pas, n'attaque pas, ne justifie pas. Elle pose simplement une limite silencieuse. Où se trouve le contrôle dans une discussion? Pas dans le fait de gagner l'argument, mais dans le fait de ne pas te perdre toi-même. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, chaque fois que tu permets à l'opinion de l'autre d'exister sans qu'elle t'affecte, tu t'entraînes à la discipline la plus difficile, celle de gouverner tes propres émotions. As-tu déjà essayé de laisser passer l'opinion d'autrui comme un courant d'air? Essaie de prononcer cette phrase la prochaine fois. Observe ce qui se passe chez l'autre et en toi. Réponse 3. Je peux me tromper. Dis-moi ton point de vue. Lorsque, au milieu d'une discussion, quelqu'un te met la pression, il s'attend à ce que tu répondes avec certitude, que tu défendes ta position comme s'il s'agissait d'une vérité absolue. La plupart des gens s'accrochent à leur point de vue parce qu'ils le ressentent comme une extension d'eux-mêmes. Admettre la possibilité de se tromper semble être une faiblesse, mais en réalité, c'est un acte d'intelligence et de maîtrise émotionnelle. Dire « je peux me tromper, dis-moi ton point de vue » change immédiatement la dynamique. Ce n'est pas une reddition, mais un coup stratégique. En reconnaissant que ta vision est limitée, tu ouvres la porte à un véritable dialogue, et non à une guerre d'ego. Celui qui t'écoute baisse sa garde, car il sent qu'il n'a pas à se battre pour être entendu. Il sent que son point de vue compte, et cela transforme la discussion en une recherche commune de clarté, et non en un combat. Imagine une situation au travail. Tu discutes avec un collègue sur la meilleure façon d'aborder un projet. Tu as de l'expérience, mais lui aussi.
La conversation s'envenime. Au lieu d'insister sur le fait que tu as raison, tu dis « Je peux me tromper, dis-moi ton point de vue ». Ton collègue est surpris, il se détend même. Il sait qu'il peut parler sans crainte d'être jugé. À présent, la conversation tourne autour des faits, des idées, des solutions, et non de qui aura le dernier mot. Cette habitude révèle de la maturité et une bonne connaissance de soi. Tu sais que ta vision est toujours partielle, que tes émotions peuvent brouiller ton jugement. En l'admettant, tu ne t'affaiblis pas, tu te renforces. Tu gagnes du respect, car tu montres que tu accordes plus de valeur à la vérité qu'à ton ego. De plus, tu deviens plus difficile à manipuler. Celui qui cherche à te provoquer ne trouve pas de résistance, mais de l'ouverture. Ainsi, tu gardes le contrôle de la conversation et tu évites de tomber dans des provocations inutiles. Dans les relations personnelles, cette approche est encore plus puissante. Lorsque tu te disputes avec quelqu'un de proche, la tension émotionnelle est multipliée. Si tu t'accroches à avoir raison, la distance grandit. Mais si tu peux dire honnêtement que tu pourrais te tromper, tu invites l'autre personne à s'ouvrir elle aussi. Le conflit se transforme en compréhension mutuelle. Adopter cette réponse ne signifie pas douter de tout ni perdre sa conviction. Cela signifie être prêt à apprendre, à ajuster sa vision, quand des arguments solides apparaissent. C'est une manière de vivre avec moins de friction et plus de croissance. La prochaine fois que tu ressens l'urgence de te défendre, souviens-toi, le véritable contrôle n'est pas de gagner la discussion, mais de garder son calme et son ouverture. C'est la différence entre réagir et répondre avec sagesse. Réponse 3. Je peux me tromper, dis-moi ton point de vue. Réponse numéro 4. En ce moment, je choisis le calme plutôt que la raison. Parfois, au milieu d'une dispute, la dernière chose que tu veux, c'est céder. Tu as l'impression que si tu ne réponds pas, si tu ne défends pas ton point de vue avec des arguments solides, tu es en train de perdre. Mais il y a un moment où la priorité n'est pas de prouver qui a raison, mais de protéger ta propre sérénité. Ce n'est pas abandonner, c'est prendre une décision consciente, ne pas laisser l'émotion du moment dicter ce que tu dis ou fais. Choisir le calme ne signifie pas que tu ignores ce que tu penses ou ressens. Au contraire, tu reconnais ta position, mais tu décides que ce n'est pas le moment de te battre pour elle. Peut-être que l'autre personne est bouleversée, peut-être que toi aussi. Parler maintenant ne ferait qu'envenimer les choses. Alors, tu mets une pause, tu respires, tu prends du recul, pas parce que tu es faible, mais parce que tu comprends la valeur de te préserver pour les batailles qui comptent vraiment. Ce genre de réponse déstabilise. L'autre personne attend une réaction, une contre-argumentation, une explosion. Mais toi, tu choisis le silence ou une phrase posée. En ce moment, je choisis le calme plutôt que la raison. C'est une façon de poser une limite, de montrer clairement que tu n'es pas prêt à perdre ta paix pour une dispute qui, à long terme, ne changera probablement rien d'important. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? As-tu ressenti cette pression de devoir répondre, de ne pas rester silencieux, même si tu sais que le mieux serait d'attendre ? Parfois, on nous apprend qu'il faut avoir le dernier mot, que céder, c'est perdre. Mais en réalité, la force réside dans le contrôle. Savoir quand parler et quand se taire. Te donner la permission de te prioriser, même si l'autre ne le comprend pas. Ce n'est pas toujours facile. Peut-être qu'après, tu repenses à ce que tu aurais pu dire. Mais avec le temps, tu te rends compte qu'aucune victoire dans une dispute ne vaut la tranquillité que tu t'es offerte à ce moment-là. La prochaine fois que tu sens que tu vas perdre le contrôle, demande-toi: ai-je vraiment besoin d'avoir raison maintenant? Ou puis-je m'offrir le cadeau du calme? 5e réponse. Tous les désaccords ne nécessitent pas une réponse immédiate. Il existe un espace entre l'impulsion et l'action. Et c'est dans cet espace que réside notre liberté. Face à un désaccord, l'urgence de répondre peut se manifester comme une force irrésistible, comme si le silence était une reddition ou une faiblesse. Mais en réalité, c'est précisément dans ce silence que se révèle la maîtrise de soi. Marc Aurèle a écrit «
La meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a causé le tort. Répondre immédiatement sous le feu de l'émotion est souvent la manière la plus rapide de perdre le contrôle et de dire quelque chose que l'on ne pourra plus retirer par la suite. Lorsque quelqu'un nous met au défi, l'esprit a tendance à rechercher des victoires rapides. L'ego exige que nous répondions, que nous défendions chaque mot, que nous ne laissions passer aucune offense. Mais la maturité consiste à mettre en pause cette réaction automatique, même lorsque le cœur bat plus vite et que les mains se crispent. Prendre un moment, respirer, observer le désaccord de l'extérieur, c'est une preuve de force, non de faiblesse. Il ne s'agit pas d'ignorer le conflit, mais de choisir le meilleur terrain pour répondre. Et parfois, ce terrain, c'est le temps. Imagine une discussion au travail. Quelqu'un remet en question ta décision devant les autres. La réaction immédiate serait de répondre, de te justifier, de protéger ta réputation. Mais si tu diffères ta réponse, si tu dis simplement « je vais y réfléchir », tu t'offres la possibilité d'analyser la situation avec clarté et sans le filtre de l'émotion. Bien souvent, la perspective que donne la distance révèle que le désaccord n'était pas si urgent, ou même qu'il n'était pas nécessaire d'y répondre du tout. Le silence stratégique est une déclaration d'indépendance face aux provocations. Tout ne mérite pas ton énergie et tous les combats ne valent pas la peine d'être menés. C'est une façon de te rappeler que ta valeur ne dépend pas de gagner chaque discussion, mais de garder ta maîtrise de toi et de choisir quand et comment agir. Ainsi, chaque désaccord cesse d'être une menace et devient une occasion de pratiquer l'autocontrôle, la patience et la réflexion. Choisir le bon moment pour répondre est, en soi, une réponse. Et parfois, la meilleure réponse, c'est d'attendre. Réponse 6. Merci de me l'avoir dit, j'y réfléchirai. Parfois, les paroles des autres peuvent ressembler à un coup direct porté à l'ego. Tu reçois une critique, un commentaire auquel tu ne t'attendais pas, et ta première réaction est de te défendre, de te justifier ou même de riposter. Mais il existe une autre façon de répondre, une façon qui ne te met pas sur la défensive et qui n'alimente pas le conflit. Merci de me l'avoir dit, j'y réfléchirai. Cette phrase paraît simple, mais elle recèle une force immense. Ce n'est pas une reddition, ce n'est pas non plus de la soumission, c'est une déclaration de maîtrise de soi. Tu reconnais ce que l'autre te dit, tu le valides, mais tu ne permets pas à l'émotion de prendre le contrôle de la conversation. Tu prends l'information, tu la conserves et tu t'accordes le temps de décider si elle a de la valeur pour toi ou non. Ainsi, tu gardes le contrôle sur toi-même et sur la situation. Pense à la dernière fois qu'on t'a fait une critique inattendue. Qu'as-tu ressenti? Comment as-tu réagi? Peut-être as-tu ressenti de l'irritation ou une pression intérieure pour clarifier ton point de vue. C'est compréhensible, mais imagine répondre avec calme. Merci de me l'avoir dit, j'y réfléchirai. Aussitôt, l'atmosphère change. L'autre sent qu'il a été entendu, que son opinion n'est pas tombée dans l'oubli. Et toi, par-dessus tout, tu fais preuve de maturité. Ce type de réponse ne signifie pas que tu acceptes aveuglément tout ce qu'on te dit. Cela signifie que tu as la capacité de faire une pause, d'analyser, puis de décider si ce que tu as entendu t'apporte quelque chose. Tu ne donnes pas le pouvoir sur tes émotions à l'autre personne. Tu le gardes pour toi. Oseras-tu essayer la prochaine fois? Tu pourrais être surpris par les faits. Il y a une puissance silencieuse à ne pas réagir immédiatement, à te donner du temps et de l'espace. Ainsi, tu deviens maître de tes réactions. Et c'est quelque chose que personne ne peut t'enlever. T'est-il déjà arrivé qu'une simple phrase change complètement le cours d'une discussion? Qu'as-tu ressenti lorsque tu as choisi d'écouter avant de répondre? 7e réponse. Je ne prendrai pas cela personnellement. Tu crois vraiment que tout cela tourne autour de toi? Comme il est confortable de penser que le monde gravite autour de tes sentiments, de tes attentes, de tes blessures. Ce que quelqu'un dit, ce que quelqu'un fait, ce que quelqu'un crache au beau milieu d'une dispute, cela a rarement un rapport avec toi. C'est sa frustration, son ego, son incapacité à gérer la pression. Mais bien sûr,
il est bien plus facile d'endosser le rôle de la victime et de transformer chaque mot des autres en une dague pointée vers ta poitrine, comme c'est commode. Ne pas le prendre personnellement est une menace pour ceux qui vivent de l'offense. Parce que si cela ne t'atteint pas, si tu ne réagis pas, si tu ne tombes pas dans le piège, tu leur retires leur pouvoir. Tu leur tends le miroir. Ceci t'appartient, pas à moi. Ça fait mal. Oui, mais pas à cause de ce qu'ils disent, plutôt à cause de l'importance que tu choisis d'y accorder. Ça te dérange? Parfait, voilà ton chantier intérieur. Il y a des personnes qui ont besoin que tu le prennes personnellement pour se sentir importantes, pour justifier leur propre drame. Ne leur fais pas ce cadeau, laisse-les se noyer dans leur propre venin, pendant que toi, tu restes intact. La prochaine fois que quelqu'un crache son venin, répète simplement « Je ne prendrai pas cela personnellement ». Non pas parce que tu es indifférent, mais parce que tu sais que ta valeur ne dépend pas de ce que pensent les autres, qu'ils continuent d'aboyer. Toi, tu n'es pas l'arbre. Réponse numéro 8. Je préfère trouver une solution, pas un coupable. L'atmosphère se refroidit, il y a de la tension, mais personne n'élève la voix. Les arguments flottent, s'entrechoquent, cherchent un espace sûr. Quelqu'un insiste pour trouver le responsable, pour pointer du doigt. Le regard se détourne, les épaules se crispent, le rythme de la conversation ralentit. Une autre personne intervient, coupe le cycle. Je préfère trouver une solution, pas un coupable. Les mots tombent comme un poids mort sur la table. L'élan de blâmer s'arrête. Personne ne répond immédiatement. Le focus change. Il ne s'agit plus de se défendre ni d'attaquer. Il s'agit de regarder le problème en face, sans phare. Les questions deviennent pratiques. Que se passe-t-il maintenant? Quelles options avons-nous? Les postures défensives perdent leur sens. Le conflit devient une tâche à résoudre, non un champ de bataille personnel. Il n'y a ni félicitations, ni geste de soulagement. Juste un accord tacite, avancé. Le passé reste là où il est. La discussion ne tourne plus autour de ce qui a été, mais de ce qui peut être fait. L'énergie auparavant consacrée à la confrontation migre vers la coopération. Même si personne ne le dit à voix haute, il n'y a pas de satisfaction immédiate. Pas de clôture émotionnelle non plus. La conversation continue, mais le ton a changé. Une limite s'est imposée, sans dramatisme. La recherche de solutions prend le pas sur le besoin de trouver des coupables. L'atmosphère est sobre, presque clinique. Le calme n'est pas de la joie, c'est du contrôle. L'avancée n'est pas une célébration, c'est de l'efficacité. Ainsi se termine l'échange, sec, direct, fonctionnel. Le problème ne disparaît pas, mais la façon de l'affronter n'est plus la même. Réponse 9. Parlons-en quand nous serons tous les deux calmes. Au milieu d'une dispute, l'urgence de répondre est souvent le premier ennemi. L'esprit s'accélère, les émotions se mélangent et la conversation se transforme en un champ de bataille où personne ne gagne. Dire « parlons-en quand nous serons tous les deux calmes » est une manœuvre stratégique, non une fuite. C'est la décision consciente de ne pas se laisser emporter par la tempête du moment et de poser une limite claire. La conversation ne reprendra que lorsque les eaux se seront apaisées. Cette réponse coupe le cycle de la réactivité. Quand l'un ou les deux sont bouleversés, les mots deviennent des armes et l'objectif n'est plus de comprendre, mais de vaincre. Si l'un des deux impose une pause, la dynamique change complètement. Le message est clair. Je ne suis pas disposé à échanger des reproches, ni à céder à l'impulsion de la colère. Je veux résoudre, mais pas à n'importe quel prix. La pause forcée a des effets immédiats et à long terme. Immédiatement, la tension retombe. C'est comme retirer le pied de l'accélérateur avant de perdre le contrôle. L'autre personne peut se sentir frustrée, voire rejetée, car son élan est de décharger l'émotion sur le moment. Mais en posant la limite, on invite, de manière implicite, à ce que chacun reconsidère sa position et revienne avec une disposition différente. En pratique, cela demande une discipline intérieure. Il ne s'agit pas seulement de prononcer la phrase, mais de tenir la décision.
Ne pas entrer dans les provocations, ne pas répondre en criant, ne pas se laisser piéger par le jeu de la culpabilité. Il est probable que l'autre insiste, fasse pression ou tente de rouvrir le conflit. Ici, la fermeté est essentielle. Parlons-en quand nous serons tous les deux calmes n'est pas une excuse pour éviter le sujet, mais une déclaration d'intention. Le dialogue n'est possible que lorsque chacun peut penser avec clarté. Un exemple. Imagine une dispute de couple dans laquelle l'un des deux lance une accusation dure. La réaction automatique serait de se défendre, d'attaquer en retour ou de sombrer dans le drame. Mais celui qui garde son calme et propose une pause prend le contrôle du processus. Cela n'élimine pas le conflit, mais le déplace sur un terrain plus sûr, où la probabilité de compréhension réelle augmente. Avec le temps, cette habitude transforme la relation aux disputes. Il ne s'agit plus de gagner ou de perdre, mais de trouver des solutions dans la sérénité. Cela envoie aussi un message sur sa propre valeur. Je ne suis pas disponible pour le chaos de l'autre, je respecte mon propre état émotionnel et j'attends la même chose de l'autre. Il y a un coût. Parfois, on perd l'occasion d'avoir le dernier mot ou de décharger sa colère sur le moment. Mais le bénéfice est bien plus grand. La plupart des conflits ne se résolvent pas au sommet de l'émotion, mais après, lorsque l'esprit retrouve sa clarté. Retarder la conversation n'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle appliquée. Ainsi, la phrase « Parlons-en quand nous serons tous les deux calmes » devient un filtre. Seules les choses importantes méritent discussion, et seule la sérénité permet de trouver une issue digne pour chacun. 10e réponse. Ma paix a plus de valeur que d'avoir le dernier mot. Parfois, il semble que céder, c'est perdre, que se retirer d'une discussion, laisser passer un commentaire, ne pas répondre à la dernière attaque, équivaut à se rendre, à être moins. Mais il y a une vérité brutale que peu de gens acceptent. La plupart des discussions ne cherchent pas la vérité, mais à nourrir l'ego. Vouloir avoir le dernier mot est un piège subtil. L'orgueil te pousse à prouver que tu as raison, à ne rien laisser sans réponse, à écraser l'argument de l'autre, même si cela coûte ta tranquillité. Regarde ce qui se passe quand tu t'accroches toujours à avoir le dernier mot. La conversation devient une guerre froide. Aucun des deux n'écoute, les deux attaquent, personne ne cède. Les mots deviennent des lames. L'atmosphère s'empoisonne. Au final, même si tu gagnes, tu finis épuisé, amer, vidé. Gagner la discussion, perdre le calme. Voilà le vrai prix. Combien de fois as-tu ressenti cette satisfaction fugace d'avoir gagné une dispute verbale, pour ensuite rester avec le bruit dans la tête, la tension dans la poitrine, l'écho d'une réponse que tu n'aurais pas dû donner? On t'a appris que céder, c'est être faible, que qui se tait consent, que si tu ne réponds pas, tu restes en arrière, mais personne ne te dit que la véritable force consiste à choisir ta paix plutôt que ton orgueil. Que le self-control, la distance, le silence peuvent être plus dévastateurs que n'importe quel argument. La personne qui décide de ne pas entrer dans la bataille, qui se retire avant que la discussion ne l'emporte, démontre une maîtrise de soi que les autres comprennent à peine. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la lâcheté, c'est une maturité brutale. C'est savoir que ton temps et ton énergie ne sont pas à vendre au jeu de l'ego d'autrui. Pense aux fois où une dispute t'a volé des heures, t'a privé de sommeil, t'a gâché la journée. Pense à ce que tu as perdu à ne pas savoir lâcher prise. Paix mentale, relations, opportunités, même le respect de toi-même. Les gens se souviennent plus de ta réaction que de tes arguments. Souviens-toi du calme imperturbable de celui qui n'a pas besoin d'avoir raison pour se sentir en sécurité. Voilà la différence entre celui qui vit au gré des provocations et celui qui domine son monde intérieur. Personne ne va t'applaudir parce que tu n'as pas répondu. Personne ne te donnera une médaille pour avoir gardé le silence. Mais la récompense est invisible et redoutable. Ta paix. C'est un luxe que peu peuvent se permettre, car il faut renoncer à l'addiction d'avoir raison, au besoin de valider ton ego dans le regard de l'autre. C'est choisir de perdre une bataille inutile pour gagner une guerre silencieuse, celle de ton propre esprit.
Cette réponse n'est pas pour ceux qui veulent plaire, ni pour ceux qui ont besoin de reconnaissance. Elle est pour ceux qui en ont assez de laisser les autres dicter leur humeur. Pour ceux qui comprennent que la véritable victoire, c'est être maître de soi, non de la conversation. La prochaine fois que tu sentiras le besoin de répondre, de clore la discussion, d'imposer ton point de vue, souviens-toi, ta paix vaut plus que n'importe quel dernier mot. Et quand tu apprendras à te retirer sans te sentir vaincu, tu auras gagné quelque chose que personne ne pourra t'enlever. Tu n'as pas besoin de gagner toutes les discussions. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Parfois, rester calme est ce qu'il y a de plus inconfortable pour l'autre. Pense à la dernière fois où quelqu'un a élevé la voix, s'attendant à ce que tu répondes de la même manière. Observe comment, en restant silencieux, l'autre commence à agiter les mains, avec plus de nervosité, à chercher des alliés du regard dans la pièce, à changer de ton parce qu'il ne trouve aucune résistance. La tension flotte dans l'air, mais elle ne t'appartient pas. Lorsque tu choisis de ne pas répondre à l'attaque, l'autre reste avec ses mots suspendus, regarde le sol ou consulte son téléphone pour combler le vide. L'atmosphère change, les personnes autour baissent les yeux ou s'éloignent discrètement de la scène. Parfois, tu vois la conversation s'éteindre ou ton interlocuteur, ne trouvant aucune opposition, se retirer